Je suis accompagnée de Rémi Thoré, Orléans Métropole et Françoise Chérel qui prendront la parole dans une seconde phase. Moi-même, je suis Damien Iland-Postic. Je vais vous afficher nos noms. Si, oui, ça marche, tant mieux. Je travaille pour l'éditeur Esri. Alors, je ne sais pas bien porter un micro. Vous m'entendez bien? Ça va? Bon, parfait. Esri, j'aurais pu parler data visualisation pendant 1 heure, mais j'ai préféré être accompagné de témoignages clients. Ce sont des cas beaucoup plus concrets. Ah, bon. Est-ce que c'est un fil? Est-ce que c'est... Ah, c'est vous, d'accord. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, l'idée, c'était de s'entourer de cas beaucoup plus concrets. Donc moi, je ne vais pas me défiler pour autant. Je vais vous faire une introduction sur Esri et surtout sur la data visualisation et la donnée géographique pendant qu'on rétablit l'image. Alors moi, les deux choses pour lesquelles je vais intervenir, je voulais vous parler donc, de data visualisation, pourquoi j'ai choisi cette thématique, et puis l'évolution de la donnée géographique. Donc la data visualisation, ça faisait partie des thèmes que les organisateurs du Salon de la Data nous ont proposés, et moi je l'ai choisi parce que pour moi, trois grandes raisons. Déjà parce que comme la data est partout, et je pense que ce Salon de la Data on est l'exemple même. La donnée est partout autour de nous. Nous sommes producteurs de données, nous sommes utilisateurs de données. Donc la data visualisation prend tout son sens. Et le sens la définition que je donnerai, c'est une façon de représenter la donnée pour la rendre accessible à tous, ou plus simplement dire faire parler la donnée. Donc pour moi, la data visualisation, c'est déjà faire parler la donnée et la rendre accessible à tous. Donc on en a forcément besoin, c'est vraiment important et ça permet de rendre la donnée utile tout simplement. Pour autant, nous, notre vision de data visualisation, ce n'est pas un concours de beauté. On n'a pas choisi de vous présenter des applications qui clignotent et qui font waouh. C'est plutôt des applications utiles. Donc, on est vraiment parti sur des applications. Ce qui nous paraissait important, c'est que ça réponde bien à un besoin, que ce soit des applications utiles et qu'elles soient accessibles aux différents types de profils qui ont besoin de consulter la donnée. Donc, vous verrez que les exemples qui suivent ne sont pas seulement la data visualisation, mais des applications beaucoup plus complètes. Et d'ailleurs, la notion, ces applications intègrent une valeur géographique, une donnée géographique qui est très importante pour la data visualisation. Donc, on a eu tendance à voir juste des graphiques en data visualisation, puis c'est passé au tableau de bord. Et on se rend compte que la représentation géographique est vraiment primordiale pour la data visualisation aussi. Et donc, ces applications ont ça en commun, qu'elles sont participatives, les deux applications, et qu'elles ont une vision géographique importante. Alors, je vais justement vous parler de la alors, oui, ça a passé tout seul. Bon. Je vais justement vous parler de la géographie, vous parler un petit peu d'Esri. Donc Esri, déjà, c'est un nom un petit peu compliqué. Je ne sais pas si vous connaissiez déjà, une partie connaît, une partie ne connaît pas, puisque nous ne sommes pas des logiciels grand public. Donc Esri, le E d'Esri veut dire environnement. C'est à l'origine un institut de recherche pour les systèmes liés à l'environnement. Et le mot environnement, il a une importance forte, puisqu'il a un double sens. C'est le mot environnement pour territoire, et la donnée géographique, c'est représenter le territoire. Et puis le mot environnement, il prend tout son sens aujourd'hui avec l'avènement, enfin tout ce que l'on connaît aujourd'hui, la priorité sur le développement durable, l'écologie. Donc le mot environnement, il est fort. Donc Esri a été créé en 1969. Et Jacques d'Angermont, quand il a créé, alors 69, année géomatique, géomatique parce que la géomatique, ça ne s'utilise plus beaucoup, mais c'est la contraction de géographie et d'informatique. Et le pionnier, donc le fondateur d'Esri a souhaité que la géographie, enfin les cartes qui sont si utiles pardon, depuis la nuit des temps, depuis Magellan, depuis même les hommes préhistoriques pour savoir où chasser, il a souhaité que ce soit informatisé. Et donc en l'informatisant, ça donnait la carte accessible plus facilement, ça permettait de croiser des données et donc ça facilitait le partage.
Et la mission d'Esri, que l'on retrouve encore aujourd'hui, c'est une mission d'aide. En fait, c'est valoriser la géo pour aider les organisations à concevoir un développement futur, enfin un futur durable. Voilà, c'est ce qui est vraiment écrit dans le dur dans notre mission, et donc à aider les organisations à faire face aux défis. Et là, j'ai un exemple récent qui n'est pas le plus joyeux, mais comme on parlait d'ARN messager juste avant, ça fait un petit lien. Vous avez tous vu sûrement les tableaux de bord de l'université Johns Hopkins, et ces tableaux de bord ont été réalisés donc effectivement avec le logiciel Esri, et c'est tout à fait de la data visualisation dans le sens où ce sont des données que tout le monde aurait pu avoir et qui ont été mis à la disposition de tous pour mieux comprendre, pour comprendre le phénomène, pour comprendre l'évolution et pour anticiper et prendre les bonnes décisions. Donc c'est effectivement ces tableaux de bord ont eu des millions de vues, et chez Esri France, on a également développé des tableaux de bord que l'on a mis à disposition de tous. Beaucoup de collectivités les ont utilisés, et la presse aussi en a fait beaucoup relais. Et d'ailleurs, il y a un site qui s'appelle Map the News, si jamais vous voulez continuer à suivre l'évolution. Voilà, pour la petite histoire, il y a encore une semaine, Thierry Lhermitte disait que tous les matins, il se levait et il regardait Map the News. Donc vous voyez, voilà, j'ai casé Thierry Lhermitte dans cette conférence. Et donc la géomatique, aujourd'hui, on est passé au SIG, système d'information géographique. Donc SI, évidemment, ça parle à tout le monde. Et en fait, l'idée, c'est qu'on est passé à un logiciel bureautique pour des gens qui travaillaient vraiment sur la géographie, à un logiciel partagé, à une plateforme partagée où on partage les données, on partage les applications. Et finalement, tout type d'utilisateurs peuvent y accéder. Donc ça, c'était la révolution qu'a subie la donnée géographique. Et cette révolution, en fait, elle passe par trois grands impacts, s'il veut bien bouger. Oui, c'est bon. Eh bien, la donnée géographique, maintenant, elle est quasiment partout. La donnée a beaucoup évolué, et depuis une vingtaine d'années, elle est quasiment tout le temps géolocalisée. Donc, on a des données à 80% qui sont déjà géolocalisées. Donc, finalement, la donnée géographique, tout le monde l'utilise. Par ailleurs, on a eu énormément de nouveaux usages. Les nouveaux usages, je veux dire par là que des services qu'on n'attendait pas du traitement de données géographiques utilisent des logiciels. Et par exemple, la communication utilise les logiciels du SIG pour raconter des histoires autour de données, justement faire une autre data visualisation, mais sous forme d'une histoire. Donc les story maps, si vous voulez regarder des story maps, vous tapez story map Guinguette de Nantes. On a des très belles story maps qui ont été faites par le service communication de Nantes, qui sont très graphiques, et ce sont des story maps courtes et très efficaces. Il y a plein d'autres exemples, je vous en citerai plus tard. À Orléans aussi. Je ne peux pas faire de... On a par exemple aussi des services plus inattendus comme les RH ou la finance qui utilisent les logiciels SIG pour savoir où sont mes coûts. La région Pays de la Loire ou la région Centre utilise également les logiciels pour savoir où sont leurs subventions, comment je distribue les subventions sur mon territoire. Donc la donnée, la dimension géographique est vraiment importante, la dimension spatiale. Et puis, on a des usages plus nouveaux. Alors là, c'est par exemple le deep learning, où on peut... Alors, on a d'ailleurs dans la salle un partenaire qui s'appelle Mobileye et qui travaille beaucoup là-dessus et qui permet aux collectivités d'utiliser leurs véhicules, par exemple, de fonction pour collecter de la donnée qui se transformera en alerte. Par exemple, attention, quand des labres sont penchés, il y a des fissures sur la route, et ça, c'est du deep learning. On éduque l'IA pour reconnaître ce qui peut se passer dans la collectivité. Ça pourrait très bien être un exemple aussi sur le secteur privé. Voilà toutes les nouveautés, enfin les nouveaux usages, et notamment le crowdsourcing, donc la participation citoyenne se développe forcément énormément. Et j'ai pour exemple Carto-Quartier, c'est pareil, si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller voir. C'est un site collaboratif voilà, qui a été mis en place par Nantes, qui est d'ailleurs en train de se renouveler. Et puis le troisième grand impact, la grande nouveauté,
Enfin, le point qui a beaucoup évolué, c'est le partage de la donnée, c'est évident. Et donc, en passant de bureautique à une plateforme partagée, aussi bien en interne ou sur le cloud, on a partagé la donnée. Donc, le nombre d'utilisateurs s'est développé, le nombre de données échangées s'est développé également. Et on trouve aujourd'hui des nouvelles données. Alors, déjà, les données sont plus utiles puisqu'elles sont partagées. On n'a plus chacun dans son coin des données. Donc, il y a aussi une sobriété numérique de ce côté-là, puisque les données sont partagées entre tous, elles ne sont pas répliquées X fois. Et puis, on a des nouveaux types de données. Alors, on a du BIM, de la 3D, de l'IoT, de l'imagerie, soit du satellite, soit de drones, des voxels, voilà, des connexions avec des données par des boîtes, par des API. Et bon, voilà, on ne va pas développer évidemment tout ça dans ces applications, mais quand même, à Orléans, il y a une exploitation des vues immersives et vous verrez que les vues immersives, ce sont des données 3D finalement, avec une collecte LIDAR de points qui permet d'utiliser cette donnée pour faire des mesures. Et pour les collectivités, c'est un grand gain, notamment, ça évite de se déplacer. Et en période de Covid, on sait que ça a été pratique. Voilà ce que je voulais vous dire sur l'évolution de la donnée. Donc, on va parler les deux personnes qui vont témoigner après moi, Françoise et Rémi, vont évoquer plusieurs fois le mot SIG. Donc, maintenant, vous savez, système d'information géographique, pour ceux qui ne sont pas habitués. Et ces deux présentations ne sont pas destinées à des gens du secteur public ou des gens qui travaillent dans le métier de la géographie, mais c'est vraiment à tout type d'auditeurs, on va dire. Donc, je te passe la main, Françoise. Bonjour, je suis Françoise Cherel, je travaille à Nantes Métropole à la direction de la géographie et de l'observation au sein d'une équipe qui développe et anime le SIG dans les 24 communes de l'agglomération. Donc là, je vais vous présenter une application collaborative cartographique appliquée à la gestion de crise. Donc ma présentation va se passer en deux parties. Tout d'abord, une présentation du projet et de son contexte, et puis je terminerai par une démonstration. Donc, le contexte de ce projet s'est fait dans un contexte de SIG mutualisé avec les 24 communes de l'agglomération. Donc, il faut savoir que la mutualisation du SIG à Nantes Métropole a été marquée par des dates clés. Ça a commencé en 2001 avec la mutualisation du SIG de la communauté urbaine avec la ville de Nantes. Puis, en 2013, Nantes Métropole a ouvert son portail SIG à l'ensemble des communes de l'agglomération. En 2015, dans le cadre du schéma de mutualisation, les communes ont marqué leur volonté de pouvoir accéder à un SIG mutualisé avec la métropole. Donc, nous arrivons aujourd'hui en fait à un SIG mutualisé, une infrastructure mutualisée entre la métropole et les 24 communes. Nous avons un patrimoine commun de données géographiques et des outils communs, donc qui sont les outils ESRI. Donc, à Nantes Métropole, maintenant, nous parlons de SIG métropolitain. Dans le cadre de ce SIG métropolitain, on anime un groupe de travail de coordinateurs SIG où l'ensemble des communes est représenté. Et en parallèle, il existe un groupe de travail animé par le secteur prévention et gestion des risques à Nantes Métropole qui anime et aide les communes dans la réalisation de leur PCS. Donc leur PCS, c'est le plan communal de sauvegarde. C'est un peu la boîte à outils qu'on sort quand il y a des risques majeurs qui surviennent sur l'agglomération. Donc ces deux groupes de travail, en fait, se sont trouvés avec des besoins qui convergent et donc avec un besoin marqué d'une application cartographique de gestion des risques. Alors une application cartographique pour gérer les crises en cas de risque majeur, mais aussi pouvant être utilisés dans le quotidien. La méthode de travail, donc c'est un groupe de travail bicéphale. Comme je vous l'ai dit, il y avait des représentants des métiers des risques et des représentants du système d'information géographique. Ça a été un travail qui a été mené en collaboration avec 10 communes qui se sont portées volontaires pour ce gros projet. Donc il y a eu une expression des besoins partagés, une priorisation qui a été faite ensemble. Tout ça aussi avec l'idée d'aller vers une gestion des risques intercommunale. Ce travail a été mené avec une part d'agilité. En fait, au fur et à mesure du déploiement de l'application, on a présenté cette application aux communes. Alors tout ça à distance, parce qu'on a fait ça quand même pendant une partie du confinement. Donc il y a eu des présentations à distance. Les membres du groupe de travail ont pu se familiariser avec l'outil. Et
ce qui nous a permis d'apporter une amélioration continue à la fabrication de cette application. La définition du besoin donc, a été travaillée avec les membres du groupe de travail. Donc, ce qui a été marqué, ce qui a été souhaité, c'est une application simple et ergonomique, comme je vous le disais, qui puisse être utilisée dans le quotidien aussi. Donc, avec une partie de gestion de données qui permet de croiser les risques et les enjeux et les moyens sur l'ensemble de la métropole, des outils d'analyse et des tableaux de bord. Le premier travail a été la constitution de la base de données, qui a été un assez gros travail. Donc, dans un premier temps, on a inventorié les données existantes que on avait à Nantes Métropole. Dans un deuxième temps, on s'est rendu compte qu'il nous manquait quand même quelques données, notamment les données de population. La population étant un enjeu très fort dans le milieu des risques. Et puis, nous avons modélisé des données de gestion de crise. Donc, des données qui vont nous permettre de suivre l'évolution des événements marquants qui vont survenir sur l'agglomération, des constats qui vont être faits et éventuellement des actions qui vont être menées. Comment on va pouvoir aussi saisir un périmètre d'évacuation, par exemple. Donc, l'ensemble de ces données, en fait, sont rassemblées dans l'entrepôt de Nantes Métropole, qui est notre référence de stockage. Cette base de données est alimentée donc, par en majorité des données de la métropole qui viennent des différentes directions métiers, comme les réseaux, par exemple, des données des communes qui nous alimentent avec les données des équipements publics, et puis des données de nombreux partenaires comme l'IGN, l'INSEE ou l'État. L'État notamment qui nous fournit des données sur les inondations. Un point clé a été l'organisation des données au sein de l'application pour que cette application soit la plus ergonomique possible. On a pensé à une organisation des données la plus logique, on va dire. Au début, on avait pensé peut-être les classer par aléa, enjeu, moyen. Donc en fait, là, on est au cœur du sujet des risques. Mais finalement, on s'est rendu compte que des données pouvaient être en même temps un aléa et un enjeu. Donc, on n'allait pas dupliquer les données à différents endroits. Donc, on a choisi de les classer par grande thématique. Ah oui, pourquoi une donnée peut être un aléa ou un enjeu? Par exemple, on prend les risques technologiques. Une entreprise Céveso, par exemple, peut être elle-même un aléa, donc un risque, mais aussi un enjeu en cas d'inondation si elle se trouve au bord d'un fleuve. Des outils d'analyse de gestion de crise, donc des outils qui vont nous permettre de déterminer rapidement la population impactée par une crise, pouvoir trouver rapidement les hébergements disponibles dans un secteur donné, des outils de recherche et autour de moi. Alors autour de moi, je vous le montrerai rapidement, c'est une fonctionnalité qui permet d'interroger la base de données et de remonter toutes les données présentes dans un secteur donné, et aussi des fonctions d'analyse temporelle qui vont nous permettre de suivre des événements dans le temps. La réalisation de tableaux de bord, donc, qui vont nous permettre a posteriori d'avoir des suivis de crise donc, sur l'ensemble des communes de l'agglomération, et puis aussi de pouvoir mieux gérer nos moyens sur l'agglomération. Les moyens, notamment les moyens d'accueil. Donc ici, je vais surtout, en termes de moyens, vous parler de lieux d'accueil. Sachant que des moyens, il peut en avoir d'autres. Ça peut être où sont stockés, où sont les stocks alimentaires, où est le matériel à utiliser en cas de crise. Nous, on s'est focalisé pour l'instant sur les lieux d'accueil. Voilà, donc là, je vais vous faire une démo. Voilà, donc ça va... Alors, hop, non, ça c'est après. Non, mais... Une démo de l'outil. Alors, juste avant de le lancer, hop, ouais, non, il n'est pas parti. Je voulais vous dire que, en fait, cet outil est en finalisation de développement. Et donc, nous allons mettre en place des formations. Il faut savoir que les données qui sont présentes dans l'outil aujourd'hui sont en partie des données de test, en fait. Sauf pour les lieux d'accueil où il y a quelques communes qui ont commencé à saisir leurs lieux d'accueil.
c'est parti. Alors ici, nous arrivons donc sur cette cartographie de gestion de risque où on retrouve les 24 communes de l'agglomération. Donc on a à gauche des éléments de navigation. Là, on va se centrer sur la commune de Bougnay. On retrouve ici l'organisation des données par thématique, comme je vous expliquais. On a les risques naturels. Là, on retrouve des données qui nous viennent de l'État, les territoires à risque important d'inondation, représentés ici par hauteur d'eau. Un autre type de représentation, c'est l'altitude prise par les eaux en cas d'inondation, l'altitude maximale. Une autre donnée qui concerne pour le coup toutes les communes, c'est les données de ruissellement. Donc nous avons regroupé ici l'ensemble des données de risque naturel. Donc on voit c'est essentiellement pour l'instant des données d'inondation. En ce qui concerne les risques technologiques, ici, on a l'entreprise Brenntag, qui est une entreprise Céveso, avec son périmètre de sécurité. Donc, une fois qu'on a visualisé tous ces risques, ce qui nous intéresse, c'est de connaître les enjeux qui sont dans ces périmètres. Ici, par exemple, on va afficher les bâtiments de la BD Topo, donc de l'IGN, classés par hauteur, et les propriétés publiques. Où sont mes bâtiments, où sont mes propriétés publiques? Donc là, on peut trouver rapidement ces informations-là. On a aussi comme enjeu les réseaux. Ici, des réseaux d'infrastructures de télécommunications. Alors, on a choisi aussi d'organiser les données par scénario. Donc là, ici, c'est des scénarios Loire où en fait, on va se concentrer juste sur quelques données. Ce sera plus pratique pour les utilisateurs. Donc là, on a un scénario fréquent d'inondation et ici, le scénario extrême. C'est les millénales, les scénarios extrêmes. Et on a mis en place aussi des outils très pratiques qui nous permettent de comparer les données, donc un outil de balayage, où ici on peut très facilement comparer les hauteurs d'eau en cas d'inondation. Alors des fonds de plan, donc on a une bibliothèque de fonds de plan. Là, on va les rechercher, la vue aérienne. Voilà, on voit les territoires inondés ou le modèle numérique de terrain sur la zone qui met en évidence le relief. Donc les lieux d'accueil. Les lieux d'accueil, on passe aux moyens. Donc quels sont les moyens à disposition sur l'agglomération? Ici, on voit que les lieux d'accueil qui sont représentés en capacité jour, capacité d'accueil jour et capacité d'accueil nuit. Donc pour chacune de ces données, on a des informations complémentaires. Ici, on voit que c'est un gymnase qui a de la télésurveillance et qui fait un accueil jour et nuit. Ces données sont saisies par les communes de manière collaborative. Une autre donnée, donc, c'est le suivi des événements, bien sûr, qui surviennent. Alors là, on a pris un exemple, par exemple, d'arbres tombés lors d'une tempête, ou alors ici, d'une coupure d'électricité dans un quartier de la ville. Comment on peut exploiter ces informations? Donc la première chose qui va nous venir à l'idée, c'est quelle est la population impactée? Donc là, on a la possibilité de définir rapidement la population impactée par ce secteur. Voilà, une estimation de la population. Donc ici, on voit environ 2300 personnes impactées par cette coupure d'électricité. On peut également déterminer la capacité de lieu d'accueil dans un périmètre autour de cette zone, autour de 1000 mètres par exemple. Quels sont mes lieux d'accueil à disposition où je vais pouvoir accueillir la population? Donc là, c'est une exploitation des lieux d'accueil qui ont été saisis par les communes. Capacité de lieu d'accueil jour, 1800 personnes. On a aussi possibilité de faire des recherches. Donc là, on va faire une recherche sur les lieux d'accueil dans la commune de Bougnay. Alors Bougnay a saisi pas mal de données, donc c'est pour ça que je la prends en exemple. On applique le filtre et puis on peut exporter ces données sous forme de CSV
sous forme de tableur. Une fonctionnalité aussi autour de moi qui me permet de globaliser une recherche. Quels sont tous les éléments qui sont présents dans un périmètre donné? Par exemple, ici, j'ai un incendie. Je recherche rapidement dans un périmètre de 500 mètres toutes les données qui sont impactées par un éventuel incendie. Alors là, on va arriver au tableau de bord. Donc le tableau de bord du suivi des événements. Donc là, on les retrouve classés par commune et par typologie. Dans la partie basse, donc, on a aussi une classification des événements survenus, les constats et les actions. Par exemple, les constats, on va avoir des arbres tombés, comme je vous disais tout à l'heure, ou alors des actions qui vont être mises en place comme un périmètre d'évacuation. Ce tableau de bord, on peut filtrer les données. On peut les filtrer donc par commune et aussi, on peut les filtrer par date. Donc là, on recherche pour le mois de juillet et le mois d'août les événements qui ont survenu dans la commune de Bouguenais. Donc là, on a les infographies donc, qui se mettent à jour en direct. Le deuxième tableau de bord concerne les lieux d'accueil. Donc ici, on voit de manière globalisée les lieux d'accueil sur la métropole. Donc la disponibilité des lieux d'accueil, est-ce qu'ils sont permanents? Quel type de lieu d'accueil? Est-ce que c'est un hôtel? Est-ce que c'est une salle de sport? Et la répartition par commune. Et comme précédemment, eh bien, on peut aussi filtrer les données. Donc là, sur la commune de Bouguenais, j'ai 14 lieux d'accueil avec une capacité jour de 5600 personnes et 500 personnes la nuit. Et à droite, des informations plus détaillées sur les lieux d'accueil. Voilà pour la présentation de la vidéo. Et je vais finir, voilà, je ne vois plus le PowerPoint, c'est celui-ci, voilà. Donc rapidement, la temporalité du projet, donc on a réussi à faire tout ce travail en 1 an à peu près. Donc c'est quand même une belle performance, je dirais. Et puis là, ce qui nous attend, donc c'est les formations, la prise en main de l'outil par les communes, et aussi une simulation de crise qui va être réalisée dans les communes au mois de mars. Et cette simulation de crise nous donne aussi des perspectives de peut-être faire évoluer l'outil après un usage en cas de crise. Est-ce qu'il va falloir adapter l'outil? Est-ce qu'il va nous manquer des données? Donc ça, c'est des choses qu'on va prendre en compte. Et cet outil aussi a pour but de renforcer la synergie en matière de crise dans les communes. Ça va permettre aussi de partager les moyens. On a vu ici, on peut effacer un peu les frontières. Hein. Les lieux d'accueil peuvent être potentiellement partagés entre les communes. Ça peut être aussi une aide à la production des annexes dans les PCS. Je vais exporter des données dans des tableurs. Et aussi peut-être une première réponse à la loi Matras qui est en train d'être votée actuellement. Les personnes qui travaillent à la sécurité civile suivent cette loi de près, en fait, parce qu'on parle déjà de plan intercommunal de sauvegarde. Donc là, c'est peut-être pour nous un premier outil pour répondre à ce besoin. Et puis, peut-être un jour, offrir une très haute disponibilité pour cet outil, c'est-à-dire le mettre dans le cloud, parce qu'aujourd'hui, il est hébergé dans nos serveurs, donc le déplacer vers une version allégée dans le cloud. Voilà. Alors, les questions, ce sera peut-être après, j'imagine. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je suis Rémi Thoré. Je travaille à Orléans Métropole dans la direction territoire et proximité. Et je suis le géomaticien des pôles territoriaux. Donc, il faut savoir que Orléans Métropole est divisé en 6 grands pôles qui regroupent chacun des communes, donc, dont le pôle central qui est celui d'Orléans. Et pourquoi c'était divisé en 6 pôles? C'est pour garantir une réactivité, une proximité auprès des communes et des usagers dans la conception et l'entretien de l'espace public. Aujourd'hui, je vais vous présenter une application qui vise à gérer le mobilier urbain. Mais avant, je voulais vous faire une petite présentation du contexte de notre SIG qu'on nomme chez nous MAPO. Donc en 92 a été créé le SIGOR, donc le SIG dédié à la mairie d'Orléans. De 2000 à 2009, il y a eu une mutualisation des données SIG à l'échelle de l'agglomération, donc sur les 22 communes. Et en 2017, on a migré
vers des nouveaux outils Esri, pour le nommer ainsi Mapo. Et tout récemment, en 2021, donc en début d'année, on a ouvert ce qu'on appelle le portail Mapo, qui est une interface avec une bibliothèque d'applications pour l'ensemble de nos usagers en interne. Le SIG chez nous est composé en un service géomatique qui s'occupe de tout ce qui est la suite logicielle, les données, etc. Et un groupe de géomaticiens comme moi dédié à des directions métiers. Et en fait, on travaille en synergie avec ce service géomatique sur toute la géomatique d'Orléans Métropole. Alors, le mobilier urbain, voilà, excusez-moi. Le mobilier urbain, le contexte, c'est qu'en 2020, on avait besoin de recenser, lié au Covid, en premier lieu, les bornes de gel hydroalcoolique qui ont été installées un peu en urgence, et ensuite le nombre de corbeilles. Donc, moi, je vais vous présenter aujourd'hui les applications sur les corbeilles, mais ce travail a été initié via ce besoin de référencement des bornes de gel hydroalcoolique pour les gérer, les remplir, etc. Et ensuite est venue la thématique des corbeilles. Donc les données qu'on avait en 2020 sur les corbeilles n'avaient pas bougé depuis 2017 et n'étaient disponibles que sur la commune d'Orléans. Donc pour construire ce référentiel métropolitain, on a repris la donnée initiale qu'on avait de 2017 avec les attributs associés, et on l'a complété avec nos données du RTGE. Alors le RTGE, c'est le référentiel à très grande échelle de la métropole. En gros, dès qu'il y a un levé géomètre, ces données-là sont intégrées dans une base très précise, mais uniquement avec des données des sites de dessin. On n'a pas d'attributs dessus. Donc on a comparé les données qu'on avait en 2017, on a rajouté celles qu'on n'avait pas provenant du RTGE, et on a réutilisé les données OpenStreetMap pour compléter cette donnée. Et ainsi, on a une donnée à l'échelle de la métropole qui correspond le plus possible à la réalité, sachant qu'on a des choses en plus, en moins, etc. Donc il a fallu qualifier et numériser ces données pour ensuite les valoriser et les éditer à travers des outils SIG métiers. Donc je vais vous faire la démonstration de ces outils ensuite. Et pour mettre en œuvre tout ça, bien évidemment, le métier de géomaticien, c'est à la fois de construire les applications, mais aussi accompagner les utilisateurs. Donc, il a fallu expérimenter des outils de collecte terrain, notamment avec donc là, c'est un téléphone, mais c'est plutôt avec des tablettes sur le terrain. Et pour ne pas partir sur une collecte nationale métropolitaine, on a testé l'outil sur un quartier d'Orléans pour voir ce que ça pouvait donner et comment on pouvait faire évoluer l'outil avant de l'ouvrir à l'ensemble de la métropole. Donc, le retour d'expérience a permis de faire adapter à la fois l'outil de collecte, mais aussi la base de données. Et puis on a ouvert cet outil à tous les pôles de la métropole. Aujourd'hui, dans le mobilier urbain, donc je vous ai parlé des bornes de gel hydroalcoolique et des corbeilles, mais plus on avance dans l'utilisation de ces données, plus les demandes des responsables grandissent. Et actuellement, dans la base mobilier urbain, on a les boîtes à livres, les arceaux vélos, les bancs, les sacs de déjection canine et tout récemment les tables de pique-nique. Et donc toutes ces données vont, en fait, ce que je vais présenter sur les corbeilles, on a la même chose pour toutes ces informations. Donc la première étape qui fut la mienne, ça a été de constituer une première base de données. Et la première étape pour les collègues qui vont gérer la donnée, le but de ces applications, c'est que chaque personne qui travaille sur ces informations puisse être membre de la mise à jour de la donnée. Donc, ils vont pouvoir aller sur le terrain avec les tablettes, collecter les informations en masse. Donc, il y aura un gros travail de terrain une première fois d'aller collecter l'ensemble des informations. Et dans un second temps, quand la donnée sera à jour une fois, ils n'auront que, entre guillemets, soit mettre à jour la donnée sur l'application mobile, soit depuis l'application bureautique pour rajouter une corbeille, la supprimer, modifier son état, etc. Donc, comme je l'ai déjà expliqué, les moyens mis en œuvre et qui se développent de plus en plus, c'est toujours l'accompagnement, la formation en continu aux utilisateurs. Selon les territoires des 6 pôles, c'est une mise en priorisation de la collecte. Donc, certains vont collecter que les corbeilles, d'autres que les bancs, d'autres vont collecter tout le mobilier urbain en même temps. Donc, il y a des avancées un petit peu différentes selon les territoires et selon les moyens. Et l'objectif, c'est de pouvoir expliquer à chacun que quand ils vont contribuer à la donnée, derrière, moi, je pourrais leur sortir des cartes papier de gestion pour faire des réunions, pour afficher dans les bureaux et pouvoir les rééditer tous les ans sans avoir à, entre guillemets, à me soucier de la mise à jour, puisque chacun
est responsable de sa donnée, et si la donnée n'est pas à jour, enfin s'ils ne maintiennent pas la donnée, je ne peux pas sortir des cartes à jour. Donc pour plus de précision, voilà les différents outils que je vais vous présenter. Donc un outil de consultation, un tableau de bord, l'application mobile, et puis l'utilisation des vues immersives 3D pour pouvoir vérifier l'information sur le terrain. Une chose que je n'ai pas précisé, c'est que quel que soit l'outil et quel que soit l'utilisateur, la donnée est unique, c'est-à-dire qu'on va retrouver, si la donnée est mise à jour depuis l'appareil mobile ou depuis l'appareil bureautique, l'ensemble des applications et des outils vont disposer d'avoir la même donnée. Voilà. Donc pour consulter les données, on arrive sur une application cartographique, on va pouvoir choisir un fond de carte, consulter les informations associées, donc la présence d'une corbeille, le nombre, est-ce qu'elle dispose d'un éteignoir, le document de référence et technique pour pouvoir commander éventuellement une nouvelle corbeille, une photo qui a été prise sur le terrain via l'application, et toute information liée au modèle de données, quoi. Donc on peut avoir la couleur, la présence d'un éteignoir, la plaquette qui indique qu'il y a un éteignoir, la référence du modèle, etc. Pour mettre à jour la donnée, encore une fois, on est sur le même outil. On va pouvoir activer en fait la mise à jour et pouvoir changer le modèle de la corbeille, préciser son état. Donc là, il est bon, mais on peut changer, le mettre mauvais et du coup créer une alerte pour pouvoir aller sur le terrain et la remplacer. Vérifier si la donnée est bien à jour par rapport à l'assemblage de toutes les bases de données initiales. Donc là, voilà, on est passé en rouge parce qu'on a précisé que la donnée n'était pas vérifiée. On peut aussi du coup créer une donnée. Donc toujours sur l'outil dédié, on va pouvoir aller sur l'image aérienne de mémoire, elle est précise à 5 cm. Et puis pareil, on a créé le point et on va pouvoir qualifier l'information selon ce qu'on vient d'installer, si c'est une corbeille spirale, double flux, etc. etc. Voilà, on peut y associer des photos qui ont été prises du coup sur le terrain, mais pas forcément avec l'application mobile. Et ces informations-là qu'on vient d'intégrer, on va pouvoir les retrouver aussi sur l'application mobile. On peut vérifier, comme je vous disais tout à l'heure, avec les vues immersives 3D. Donc on a un outil, on a entre guillemets notre Google Street View personnel avec des données que l'on actualise tous les 2 ans. Donc au nord une année et au sud de la Loire l'autre année. Et on va pouvoir directement dans l'application vérifier. Alors, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais on a un petit triangle orange qui correspond à ce qu'on voit sur la vue immersive 3D pour vérifier qu'effectivement la corbeille est toujours à cet endroit-là. Enfin, l'application. Après, j'ai encore une démonstration. L'application mobile. Donc là, on est comme si on était sur le terrain. On va pouvoir se géolocaliser. Et bon, là, c'est les bureaux où je travaille. On a des bornes de gel hydroalcoolique autour de nous. Et on va pouvoir assez rapidement voir les caractéristiques, voir les éventuelles photos qui ont été prises. Voilà, par exemple, on pourrait vérifier est-ce qu'on a bien mis la flèche qui indique qu'il faut appuyer sur la pédale pour faire sortir le gel. On va pouvoir le modifier. Je ne sais plus ce que j'ai fait comme modification. Voilà, je crois que on va préciser par exemple la domanialité. Ce n'est pas un bâtiment public, c'est plutôt sur le domaine public. Voilà, on va pouvoir assez facilement changer. Donc on peut imaginer que quelqu'un qui est sur un chantier en cours, il peut en suivi mettre à jour ponctuellement une donnée qui n'est plus présente, ou au contraire, là c'est le cas, ajouter une corbeille assez facilement qui manquerait à la base de données, quoi. Et tout ça se fait, là c'est en direct, hein, il n'y a pas de montage, c'est assez fluide et assez rapide. Et l'intérêt de cette application-là, c'est qu'on va pouvoir définir le plus possible de menus déroulants pour éviter la saisie manuelle sur smartphone. Bon, là, c'est en été, donc c'est facile, mais il faut imaginer qu'on peut faire des collectes l'hiver. C'est pas forcément évident de taper sur l'écran. Et donc voilà, avec l'application, on va pouvoir prendre une photo directement et l'intégrer au point associé. Donc là, j'étais dans le bureau, donc je n'ai pas pu le faire en extérieur. Et donc voilà, la donnée est tout de suite disponible et consultable. On va retrouver toutes les informations qu'on y a attachées, dont la photo. Et cette information-là est disponible tout de suite pour une autre personne qui consulterait les données depuis son application web sur son ordinateur.
Et enfin, je vais vous présenter le tableau de bord. Donc, c'est un autre volet de la donnée. C'est plus destiné aux gestionnaires et aux responsables de la gestion de toutes ces informations. On va avoir en temps réel, quand je dis en temps réel, c'est dès qu'il y a une mise à jour, on a l'information qui remonte ici. L'ensemble des corbeilles sur la métropole. On va pouvoir filtrer sur un pôle dédié. Donc là, c'est le pôle Orléans. Et on va pouvoir même aussi avoir une vision à l'échelle d'un quartier. Donc là, voilà, on a 630 corbeilles dans la base de données. On peut aussi faire des filtres personnalisés. De mémoire, je ne sais plus ce que je fais. Ouais, je vais faire un filtre en disant, moi, je veux voir toutes les corbeilles de type spirale qui n'ont pas été validées. Voilà, on a des données, mais on voudrait voir ce qui nous reste à les contrôler sur le terrain, voir si elles sont toujours présentes ou si elles sont à modifier. Et vous voyez aussi que tous les tableaux de bord s'actualisent en fonction des filtres qui sont réalisés. On a un premier tableau de bord qui indique quels sont les modèles, un autre tableau de bord qui va dire dans quel quartier, combien on a de corbeilles par quartier. Et comme pour Nantes Métropole, on va pouvoir aussi exporter les données qu'on affiche dans le tableau de bord pour pouvoir les réexploiter après sur Excel, si on est plus à l'aise sur Excel ou si on a besoin d'envoyer un rapport à une autre direction, etc. Là, l'exemple que je vais vous montrer, c'est qu'assez rapidement, on va pouvoir aussi superposer des données de géolocalisation. Donc là, nos véhicules d'entretien sont géolocalisés et on peut récupérer la tournée d'une journée. On va pouvoir comparer ce qui est fait sur le terrain par rapport aux données qu'on a collectées et ainsi voir si la tournée ne peut pas être optimisée pour pouvoir ramasser le plus de corbeilles possible. Et voilà, j'ai terminé ma présentation. Donc, si vous avez des questions, je ne sais pas si on a encore un peu de temps. S'il y a des questions, on va passer le micro. Ah, vous avez un, super. Ça va être plus simple. À mon avis, Merci beaucoup pour la présentation. Sur la dernière, je me demandais, vous avez utilisé, entre autres au début, des données d'OSM pour la base de données. Est-ce que vous repartagez certaines des données que vous collectez? Alors, les données qu'on met en œuvre sont ouvertes sur notre portail OpenStreet. J'ai perdu le terme, mais on a une plateforme Open Data et du coup, les données sont disponibles via ces outils-là. Et j'ai vu ce matin la présentation sur OpenStreetMap et du coup, je vais la regarder un petit peu plus en détail pour voir comment on peut partager plus directement les données auprès d'OpenStreetMap, parce que l'idée, voilà, on a récupéré des données. Le but, c'est que nous, on ait notre référentiel à jour avec les données qu'on collecte et qu'on entretient. Et puis, il faut que la donnée fasse le tour, quoi. Donc ça, c'est plutôt notre responsable SIG qui va gérer ça, mais du coup, on va regarder ensemble cet outil-là pour faire la boucle, quoi. Ok, merci. Oui, bonjour. Vous nous avez présenté deux beaux cas d'usage. Moi, j'avais une petite question qui s'adresse aux deux métropoles et puis à Estrie aussi. Le sujet des îlots de chaleur ou îlots de fraîcheur fait-il partie des cas d'usage que vous envisagez de traiter, notamment avec la logique augmentation de température et puis accompagnement des personnes fragiles ou voire modification des PLU? En tout cas, pendant qu'ils réfléchissent, on a pas mal de métropoles qui travaillent sur les îlots de fraîcheur. Clairement, c'est une donnée qui est très, très, très demandée. Je sais qu'à Paris, à Nantes, il y a eu quelques cartos sur les îlots de fraîcheur, mais c'est effectivement très important. C'est une donnée qui est de plus en plus demandée. Alors moi, je n'ai pas connaissance de travail particulièrement sur les îlots de fraîcheur, mais il y a quand même une donnée aujourd'hui qui est sur laquelle on priorise nos actions, c'est tout ce qui concerne le verre. En fait, dans notre outil SIG, par exemple, on va essayer de créer un endroit, une thématique où on pourra retrouver l'ensemble des données qui concernent le verre en ville. Donc ça, effectivement, c'est une thématique importante. Et puis aujourd'hui, on a un stagiaire aussi qui a travaillé un peu sur le jumeau numérique.
Enfin voilà, et on a des études en cours sur quel peut être l'impact. Par exemple, il a fait une étude sur la Tour de Bretagne, mettre des arbres, comment aménager la Tour de Bretagne pour que cette place soit plus fraîche, par exemple. Et moi, à ma connaissance, enfin, en tout cas dans ma direction, c'est pas le sujet, mais peut-être que mes collègues de l'urbanisme travaillent sur le sujet, mais comme pour Nantes, j'ai pas de vision pour vous répondre concrètement, quoi. Si, pour compléter, pour Nantes, l'agence d'urbanisme a produit une carte de chaleur en fait sur la base des données satellitaires, hein, et on réexploite ça dans les services pour commencer à travailler sur les îlots de fraîcheur, en particulier sur le cas concret des écoles et des crèches. Voilà. Et c'est pareil par ailleurs, on a, comme disait Françoise, une carte sur la végétalisation, donc tous les végétaux de tout le territoire. Et ça permet de croiser ces différentes informations pour voir comment on peut développer un peu plus le vert dans la ville. Bonjour et merci pour la présentation. Dans les deux cas que vous nous avez présentés, est-ce que vous avez fait le calcul du gain économique qu'apportent ces différentes cartes? Alors je comprends que dans le premier cas, on est lié à de la gestion de crise et c'est très dur à chiffrer. Dans la deuxième, on est sur un cas très pratico-pratique. Est-ce que vous avez pu évaluer le gain économique? Alors, pas encore, pas actuellement, parce qu'en fait, la donnée, je ne l'ai pas précisé. Enfin, si, hein, je l'ai un peu dit, mais c'est une donnée enfin, on a lancé l'application il y a moins d'un an. Donc, on est encore dans la constitution de l'information. Là, l'objectif, c'est vraiment de savoir où sont nos corbeilles pour ensuite, effectivement, faire travailler les optimisations de tournée. Et là, justement, faire des gains de tournée, des gains de temps et pouvoir cibler les corbeilles qu'il va falloir aller collecter en priorité, notamment celles qui sont sur les bords de Loire sont plus vite remplies, celles dans les parcs aussi, et moins les autres. Et du coup, pouvoir recalculer des itinéraires pour prioriser d'abord ces corbeilles-là et ensuite faire les autres de manière à toutes les collecter de manière optimisée. Mais aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas. On est vraiment dans la construction de la donnée pour justement faire des gains économiques et de travaux sur le terrain, quoi. Moi, je pourrais juste dire une petite chose. Le gain, effectivement, on ne l'a pas calculé aujourd'hui, mais c'est vrai que ça pourrait être quelque chose d'intéressant de le chiffrer. Mais le gain, il arrive du fait de la mutualisation, clairement. Donc, ça évite à chaque commune de reconstituer sa propre base de données, d'aller chercher les données auprès de l'État, les données qui concernent les risques, les inondations, d'aller chercher des informations auprès du SDIS. Donc ici, tout est centralisé dans une même base de données. Donc ça, c'est vraiment le premier intérêt. Et puis aussi, c'est les lieux d'accueil qui potentiellement peuvent être partagés, enfin les moyens, en fait, parce que là, je parle des lieux d'accueil, mais les moyens à disposition qui peuvent être partagés avec les communes. Mais effectivement, il faudrait sortir des chiffres. Alors, je vais me permettre, vu qu'on est bientôt à la fin de cette session, j'ai des questions du chat. Première question, c'est de Arnaud Rioux. Il demande si vous avez réalisé des développements spécifiques ou utilisé les templates standards du portal d'ESRI. Est-ce que vous avez utilisé des templates ou est-ce que vous avez fait du développement? Oui, ça. Pour Orléans Métropole, c'est uniquement les templates SRI. Enfin, on peut paramétrer assez facilement les outils selon nos usages. Les seuls développements qu'on va avoir réalisés spécifiquement, c'est du code pour pouvoir afficher telle ou telle donnée d'une certaine manière en fonction d'une valeur, quoi. Pour pouvoir justement, tout à l'heure je parlais d'identifier les corbeilles qui sont en mauvais état. C'est pas le cas, enfin l'application n'existe pas, mais c'est prévu de pouvoir mettre en place un outil de gestion qui va mettre en avant en gros un point rouge lumineux les corbeilles qui seraient en mauvais état pour que les équipes d'intervention puissent cibler ce qu'ils ont fait parce qu'un collègue, quel qu'il soit, a repéré une corbeille en mauvais état, quoi. Mais c'est ça le développement spécifique pour nous de notre côté. De notre côté, il n'y a aucun développement spécifique, c'est que des templates SRI. Effectivement, dans la mesure du possible, on essaye de ne pas faire de développement pour pouvoir en fait suivre plus facilement les évolutions des outils SRI, sans avoir à refaire des développements pour s'adapter aux différentes versions.
Merci. Alors, l'autre question, c'est de Tom Brunel. Est-il possible de visualiser l'application par nous-mêmes? Alors, je ne suis pas sûr de quelle application il faisait référence, mais je pense que c'est celle d'Orléans, j'imagine. La question, c'est est-ce que c'est disponible au grand public, c'est ça? Je pense, oui. Ouais. Je pense Non, que aujourd'hui, c'est vraiment un outil propre aux pôles territoriaux. C'est un outil développé pour les collègues qui vont gérer la donnée. Il faut savoir que même tous les agents de la métropole ne peuvent pas accéder à cette donnée-là, puisqu'on a un autre outil qui va vraiment faire une liste de toutes les couches de données qu'on va avoir, et cet outil est disponible en interne. La seule façon de voir les corbeilles aujourd'hui, c'est de passer par notre portail Open Data, où vous allez pouvoir consulter les corbeilles de mémoire avec des champs limités, c'est-à-dire vous allez voir le nombre de corbeilles, éventuellement, je ne sais plus exactement, mais je crois qu'on a mis le modèle de la corbeille, mais vous n'allez pas voir l'état, etc. C'est vraiment une donnée simplifiée pour l'Open Data. Les données qui sont disponibles en interne, c'est vraiment des données de gestion pour permettre aux collègues de travailler de manière efficace, quoi. Effectivement, les données de gestion de risque, je pense qu'elles sont purement internes. Vous avez fini avec les questions ou... Il précise un peu sa question. Il demande est-ce que les données présentes dans l'application sont hébergées application pour la gestion des risques de Nantes. Je crois qu'il précise, il parlait de celle-ci. Toujours Tom Brunel. Il demande si donc les données sont présentées dans l'application, sont hébergées sur le catalogue de la métropole ou elles peuvent être issues d'autres catalogues. C'est-à-dire si, j'imagine... Oui, en fait, elles sont toutes dans le catalogue de Nantes Métropole, sachant qu'on a des données de partenaires. En fait, la question, c'est peut-être est-ce qu'on fait appel à des web services dans le cadre de cette application? Non, pas pour l'instant, mais effectivement, c'est des choses qui pourraient être envisagées. Plutôt que d'intégrer des données de certains partenaires dans nos bases de données, effectivement, ça peut être très intéressant d'utiliser les web services, ce qu'on commence à faire, mais pas au sein de cette application, pas encore. J'ai peut-être une dernière question de Serge Fichet. N'êtes-vous pas désormais sur des traitements de données à caractère personnel, et notamment sur le suivi des activités des agents d'entretien? Comment les agents ont-ils accepté ce changement? Alors, je n'ai pas l'historique, parce que je suis arrivé il y a qu'un an et demi à la métropole, mais les données que j'ai affichées là ne sont consultables que par certaines personnes. C'est-à-dire que tout le monde n'a pas accès à la géolocalisation des véhicules. Il y a bien une charte qui explique que la donnée ne sert que principalement à savoir à optimiser les tournées. On ne sait pas directement qui conduit quel véhicule à quel moment. Enfin, il faut croiser deux fichiers, etc. Et là, en fait, moi, je vous ai fait cette démonstration. J'ai demandé un fichier. J'ai dit donne-moi n'importe lequel. C'est juste pour une démonstration, pour montrer que les responsables qui accèdent à ces données-là peuvent consulter la donnée. Même pour plus de précision, ce que je vous ai montré, c'est le circuit d'entretien des espaces verts. Donc, c'est même pas le circuit des corbeilles, quoi. Donc voilà, c'est vraiment limité à un certain nombre de personnes. Et au niveau de l'acceptation, ça je ne pourrais pas vous dire. Ça fait plusieurs années que c'est en place, donc je n'ai pas encore le retour pour vous préciser ça, quoi. Merci beaucoup. Bon, merci à tous. Juste en guise de conclusion, vous avez vu que le point commun entre ces deux applications, c'est qu'elles sont participatives, certes, d'ailleurs par des métropoles qui sont le long de la Loire, elles ont ça aussi en commun, mais plus sérieusement, elles demandent tout ce qui est data visualisation, demande de bien s'adapter au public. Donc vous avez vu que leurs outils sont différents si c'est pour un agent ou si c'est pour un décideur, un directeur. Et puis elles ont besoin de fraîcheur, donc c'est pour ça que c'est important qu'elles soient participatives. Et le dernier point de ces applications, c'est très important de travailler en amont. Et effectivement, on ne part pas sur qu'est-ce que je veux représenter tout de suite. Avant, il y a tout un travail de structuration, et ils l'ont bien décrit. C'est un gros travail de structuration de la donnée avant, pour pouvoir in fine la partager, et ça c'est aussi très important de pouvoir partager ces applications. Donc je vous ai mis quelques liens de sites que j'avais éventuellement cités, et si vous avez besoin de plus de témoignages, alors déjà nous sommes là si vous voulez répondre encore à des questions tout de suite, et puis si vous voulez voir plein d'autres témoignages de collectivités ou d'entreprises privées, on a une conférence dans un mois qui s'appelle la Conf SIG, et ce sont plus de 300 témoignages clients.
voilà, il y a seulement des clients de tout bord qui discutent, et c'est pas forcément que SIG, c'est aussi des témoignages un petit peu plus génériques. Donc voilà, je vous invite, c'est gratuit, c'est en ligne, et si jamais vous voulez y participer, c'est un bon moyen de partager des expériences. Merci beaucoup, et puis bonne fin de journée.